Et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une stratégie qui fait toute la différence lorsqu'il s'agit de posséder et gérer ses locaux professionnels, la société civile immobilière ou plus connue sous le nom de SCI. En effet, la SCI, c'est un outil puissant et souvent méconnu qui permet de faciliter l'acquisition, la gestion et même la transmission de biens immobiliers. Mais est-ce vraiment le jackpot pour les entrepreneurs ? Quels sont les avantages, les pièges à éviter et comment s'y prendre concrètement? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Pascal Pinault, expert en gestion patrimoniale et spécialiste des stratégies immobilières pour entrepreneurs. Pascal va nous dévoiler les secrets d'une SCI réussie et pourquoi cela pourrait bien être la clé pour faire de vos locaux un atout stratégique majeur pour votre business. Et avant de commencer ce podcast, si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous mettre la note de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. En effet, cette simple note va nous aider grandement à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Et si vous nous écoutez, mais vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Alors si vous êtes prêt à découvrir comment transformer la gestion de vos locaux en véritable levier de croissance, restez avec nous, cet épisode est fait pour vous. Eh bien bonjour Pascal, merci beaucoup d'être là. Toi qui étais mon ancien professeur, je suis ravi de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Mais pour commencer, déjà bonjour. Et puis après, j'ai envie de te demander de te présenter très rapidement, Pascal, de nous expliquer qui tu es avant de commencer ce podcast. Eh bien, bonjour Jérémy, merci de m'accueillir justement dans ce podcast. Alors, qui je suis? Je suis quelqu'un qui, je crois, est un pur produit de la gestion de patrimoine clermontoise et tu en sais quelque chose pour m'avoir subi comme, voilà, comme formateur quand toi-même tu passais sur les bancs de l'université. Donc, j'ai passé ce qui, au siècle dernier, s'appelait un DESS en gestion de patrimoine à Clermont. J'ai ensuite toujours travaillé en back-office technique de professionnel de gestion de patrimoine à Fidroit, hein, là aussi structure clermontoise qui à l'époque était encore un GIE de notaire. J'ai eu ensuite le plaisir de travailler dans le groupe Caisse d'épargne pendant quelques années à la Caisse nationale et ensuite à la compagnie 1818 qui était la filiale banque privée à l'époque. Et là, mes anciens professeurs m'ont rappelé et m'ont proposé de devenir moi-même formateur, donc à leur côté, à l'OREP. J'ai été salarié de l'OREP pendant 13 ans, donc formant les professionnels de la gestion de patrimoine, que ce soit des conseils indépendants, notaires, experts comptables, conseillers d'assurance, de banque. Et voilà le plaisir de croiser ce public et aussi le public d'étudiants, puisque pendant toutes ces années, j'ai continué à former les étudiants à l'Université d'Auvergne. Voilà, alors je me suis rendu compte à l'occasion des 35 ans de l'AGPC, donc l'Association des Anciens, que ça faisait 20 ans que maintenant je formais les étudiants à Clermont. Ça me rajeunit pas, mais voilà, pour mon parcours, donc toujours en appui technique et toujours très intéressé par ces aspects, jusqu'à en devenir rédacteur d'articles pour la presse. Alors, presse spécialisée hein, en gestion de patrimoine. Et voilà, j'essaie par ces articles d'éclairer justement les gens qui me font le plaisir de me lire. Je me suis même lancé, mais voilà, de manière beaucoup plus modeste que toi dans le podcast, puisque je fais un petit podcast aussi, un podcast très court, moi, hein, une petite minute, pour attirer l'attention des professionnels du patrimoine sur l'actualité patrimoniale. Donc, voilà pour me décrire en quelques mots. Très intéressant ce petit aparté sur le podcast parce que c'est quelque chose que j'irai écouter. Hein. Étant professionnel de la gestion de patrimoine, se former, ça fait partie de notre métier. Tu le sais, nous, on doit continuer à se former tous les ans en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Donc, c'est hyper intéressant. Pour en venir au vif du sujet, parce que les personnes nous attendent là-dessus, on va parler de la société civile immobilière. Aujourd'hui, on va parler de détenir ses locaux dans une société civile immobilière, une stratégie sûrement incontournable pour les chefs d'entreprise. On va en discuter aujourd'hui, mais avant ça, j'aimerais déjà reprendre la base. Qu'est-ce qu'une société civile immobilière, Pascal? Alors, la société civile immobilière, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et je me permets ce petit élément de contexte que j'avais gardé justement. Quand j'ai intégré l'OREP comme formateur, je me suis dirigé finalement, alors que j'avais une approche assez généraliste sur certains cours en particulier, plutôt des cours civils, et puis le cours sur les sociétés civiles immobilières, que j'ai le plaisir de continuer d'animer d'ailleurs aujourd'hui, même si je suis devenu entre-temps formateur indépendant, j'ai toujours le plaisir d'intervenir pour l'OREP. Et en plus, j'ai rajouté une dimension supplémentaire, puisque j'ai toujours aussi pour l'OREP le plaisir d'être le responsable pédagogique de l'IPCE, Ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise. Et donc, société civile et immobilier d'entreprise, c'est en plus un couple particulier. Et donc, cette société civile, ce qui est amusant, c'est qu'elle n'existe pas sous forme de SCI. La SCI, c'est un terme qui a plu finalement au marché, mais il n'y a pas de définition juridique. On a la société civile tout court au plan du droit, et le fisc connaît, lui, la notion de société à prépondérance immobilière. Donc, société civile,
bien une société qui a un caractère civil, on en précisera d'ailleurs les aspects plus techniques dans le courant de notre entretien, pardon, je n'en doute pas. Mais cette société civile, elle a une très très grande souplesse, c'est son principal intérêt, et ça lui permet finalement de tenir un énorme nombre de rôles. Elle peut servir pour la détention de l'immobilier pour des particuliers, elle peut servir pour l'immobilier professionnel, j'en disais quelques mots ici. Elle a même servi beaucoup de holding, même si maintenant, il faut bien le dire, la SAS notamment lui dame le pion. Mais c'est une société qui présente comme principale caractéristique d'être souple et donc adaptable à tout type finalement de public et tout type de détention d'immobilier, puisqu'on va parler d'immobilier, donc aussi bien professionnel que immobilier de rapport, hein, on va dire plus pour un patrimoine privé. Donc c'est vraiment un très bel outil, particulièrement souple et j'ai presque envie de dire un outil qu'il est peut-être important finalement de se réapproprier parce que ce à quoi moi j'invite dans nos métiers, c'est à travailler en sur-mesure, hein, et je sais que voilà, c'est quelque chose qui est important pour les professionnels de la gestion de patrimoine, faire du sur-mesure et ne pas aller finalement sur des choses un petit peu type, parce que finalement on perdrait l'intérêt de la société civile, cette grande souplesse dont je parlais à l'instant. Ok, donc on a un rapide brief de la société civile immobilière. On va rentrer dedans forcément et on va on va compliquer un peu les termes. Hein. Forcément, quand on veut comprendre un sujet, il faut se plonger dedans. Donc aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous rappeler les grands avantages pour l'instant et non pas les inconvénients, les grands avantages de la société civile immobilière pour détenir ses locaux professionnels avant d'aborder le sujet du démembrement? Donc la souplesse des statuts, je le disais à l'instant, mais comme tu le proposais, c'est important, ça mérite effectivement quelques explications. La souplesse des statuts, elle va se retrouver notamment à deux niveaux, ce qu'on caractérise souvent dans les sociétés comme étant les droits politiques et les droits financiers. Droit politique, eh bien, on a ici deux centres de pouvoir, le ou les gérants, les associés, et il s'agit donc de configurer les pouvoirs de chacun. Et la société civile permet des choses tout à fait intéressantes en la matière et bien notamment permet de donner des pouvoirs très forts à des personnes qui pourtant ne seraient pas majoritaires, hein, pour ne citer que cet exemple-là. Et on a une capacité aussi à distinguer suivant les associés, donner la prééminence à certains par rapport à d'autres, positionner un gérant qui peut être un gérant très fort, avec des pouvoirs extrêmement étendus. Et c'est vrai que, disons-le, sans tomber dans la caricature, mais on a quand même parfois des chefs d'entreprise qui aiment bien maîtriser les choses. Et bien c'est vrai que cette société civile leur donne cette capacité à les maîtriser, donc sur le plan politique en termes de gouvernance, mais également sur le plan financier, où on a capacité, là encore, à travailler de manière ponctuelle ou plus durable sur des répartitions des bénéfices qui, là encore, s'écarteraient assez sensiblement de la présence au capital. Donc ce côté malléable à la fois sur le politique et le financier, c'est quand même quelque chose de très appréciable et c'est la qualité principale, puisque tu me demandais de parler qualité avant tout. Et à partir de là, on comprend qu'on a capacité de piloter n'importe quel immobilier. C'est peut-être encore plus important sur l'immobilier professionnel où se pose toute une série de questions. L'acquisition, bien sûr, la revente peut-être à un moment, et puis entre-temps, toutes les questions d'occupation avec les différents types de baux et notamment les baux commerciaux. Et oui, et Pascal, là, ce que tu abordes ici, c'est la flexibilité des statuts, la flexibilité qu'offre la société civile immobilière. On parle souvent aussi de la fiscalité. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Parce qu'il y a souvent ce choix, ce fameux choix entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Est-ce que tu peux nous faire un rapide brief du choix qui s'offre aux associés, aux personnes qui détiennent des parts dans la société? Alors, ben, s'il y a un sujet dont on est à peu près certain qu'on va parler, et même si soi-même on ne le met pas sur la table, c'est le fameux choix pour la société civile entre l'IR et l'IS. Alors, moi je suis un petit peu taquin quand je parle de ces choses-là. J'explique aux gens que dans ce système-là, il est bon de sortir des querelles de supporters, parce qu'on a beaucoup de supporters de l'un ou de l'autre d'ailleurs. L'idée, en tout cas, c'est que la société civile peut profiter des deux systèmes, c'est-à-dire que si son régime naturel est
Alors, l'IR, je le mets bien entre guillemets, hein, parce que c'est ce qu'on appelle le régime des sociétés de personnes, et c'est le fait qu'en fait, la société prend la fiscalité de ses associés. Donc, si par exemple nous sommes tous deux associés d'une société civile, eh bien, comme le régime que nous connaissons naturellement est l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la société civile déterminera et déclarera l'impôt dans ce régime, et nous paierons cet impôt effectivement avec nos autres revenus, bien sûr. Le choix de l'IS est tout à fait possible. Alors en revanche, avec une difficulté particulière, c'est que le choix de l'IS est un choix dont, il y a quelques années, j'expliquais qu'on ne revenait pas. C'est plus tout à fait exact, c'est un choix dont on ne revient presque pas, c'est-à-dire que si on opte pour l'IS, il y a une possibilité de revenir, hein, dans les 5 années de l'option. Alors, j'ai suffisamment regretté le fait que l'option pour l'IS soit ici une option irrévocable, que je ne vais pas finalement, hein, cracher sur cette possibilité de revenir en arrière. Le seul problème dans la réalité, c'est que souvent les premières années sont les meilleures. Et ben, c'est pas pendant ces 5 premières années qu'on a envie de revenir en arrière. Et donc, ce que je dis souvent, c'est que, hein, dans mes présentations, je dis l'option yes est irrévocable au bout de 5 ans. Et souvent, quand les gens se demandent s'ils peuvent revenir en arrière, eh bien, il est trop tard. Alors, bien sûr, hein, l'IS est très très séduisant, que ce soit par un taux souvent bien inférieur au taux marginal d'imposition de nos clients, tu le sais, les charges déductibles, beaucoup plus accueillantes également au niveau de l'impôt sur les sociétés. Alors souvent, le mauvais moment arrive plus tard, c'est-à-dire que l'IS, ben, c'est un impôt qui transforme finalement la société civile en tirelire. C'est souvent à la fin, quand on casse la tirelire, que la note arrive. Et donc, il y a deux choses qui sont ici un petit peu moins positives et dont on parlera, puisque tu m'as demandé de parler des avantages surtout. Mais voilà, il faut comprendre qu'il n'y a pas de magie et que les avantages évidents de l'IS peuvent parfois avoir quelques contreparties plus tard. On en parlera peut-être quand on parlera des inconvénients pour essayer d'être très carré là-dessus. Une dernière petite remarque peut-être pour introduire un sujet dont je n'en doute pas nous parlerons. C'est un sujet cher d'ailleurs à notre doyen Aulagnier, c'est le démembrement de propriété. Et le démembrement de propriété, on le verra, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé pour avoir le meilleur des deux mondes. Ben, justement, hein, tu fais la transition parfaite, Pascal. Effectivement, il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. On est à la moitié de ce podcast et aujourd'hui, nous, on veut comprendre qu'est-ce que cette stratégie de démembrement de propriété, de l'immobilier d'entreprise notamment. Est-ce que tu peux nous faire tout simplement un schéma, expliquer concrètement ce que c'est? Pourquoi pas utiliser des chiffres, même s'il faut donner quelques éléments concrets aux personnes qui nous écoutent. Mais qu'est-ce que c'est cette stratégie de démembrement de propriété pour multiplier les avantages de la société à l'IS avec les avantages de la société à l'IR? On a envie de comprendre un peu mieux, de comprendre tous les avantages qu'on peut retirer de ça. Bien sûr, on y viendra juste après à tous les inconvénients de cette stratégie à mettre en place et puis comprendre aussi comment on peut être accompagné pour ce type de stratégie. Moi, je veux vraiment qu'on rentre dans ce sujet-là. Qu'est-ce que le démembrement de propriété d'un point de vue général et qu'est-ce qui fait qu'on peut multiplier les deux mondes? Donc la société civile est intéressante lorsque on l'utilise ici sur des transmissions effectivement dans le cadre professionnel. Et donc pour revenir aux stratégies que la pratique a mis en place, elles ont commencé sur les immeubles. Et donc pour la société d'exploitation qui achète l'usufruit de l'immeuble, eh bien il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle peut l'amortir. L'idée donc c'est quoi? C'est tout simplement que tous les ans, heu, on va pouvoir amortir donc 1/10 de la valeur du fruit, c'est-à-dire que 1/10 de cette valeur viendra diminuer le résultat fiscal de la société. De surcroît, lorsqu'on arrivera au terme de l'usufruit, donc au bout des 10 ans, eh bien, comme on dit, l'usufruit s'éteindra. C'est quelque chose d'intéressant parce que cette disparition de l'usufruit, hein, quand on parle d'extinction, eh bien, elle n'occasionne aucun droit. Cela veut donc dire que la société d'exploitation verra disparaître ce droit, le chef d'entreprise redeviendra plein propriétaire sans qu'il en coûte quoi que ce soit, ni à l'un ni à l'autre. Donc, vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, bien sûr que nos amis du fisc ont un petit peu moins goûté et il faudra qu'on parle voilà, malheureusement, lorsqu'on envisagera les inconvénients de la contre-attaque que l'administration a mise en place en 2012. Oui, concrètement, là,
Si on va jusqu'au bout du schéma, ce que je comprends bien ici, moi de mon côté, c'est qu'on a donc du coup une société civile immobilière qui détient l'immeuble, qui est à l'impôt sur le revenu et qui transmet, enfin qui vend son usufruit de manière temporaire à la société d'exploitation. C'est bien ça, Pascal? Alors, on utilise souvent effectivement ce terme de temporaire, hein, qui est pas tout à fait exact, mais c'est l'idée, c'est que pendant un certain nombre d'années qu'on définit, la société peut vendre l'usufruit de l'immeuble et les associés, hein, nous nous étions mis associés précédemment, eh bien, nous échappons aux revenus fonciers et malheureusement, hein, à tout ce qu'on connaît de ces revenus fonciers, c'est-à-dire peu de charges déductibles et un taux marginal d'imposition qui, pour nos clients, peut être extrêmement élevé. C'est une première solution, mais c'est très intéressant que tu reviennes sur cette société civile parce que la pratique a développé des choses plus techniques et plus intéressantes encore. Là, nous parlions de la cession de l'usufruit par la société, usufruit de l'immeuble. Mais dans un second temps, la pratique a développé une autre stratégie qui est la cession par les associés, par exemple, que nous sommes, de l'usufruit des parts. C'est un peu plus technique, mais l'idée, c'est que ici, la société d'exploitation deviendra usufruitière des parts de société civile et c'est un peu étrange comme technique, mais elle paiera toujours un loyer à la société civile, mais pourra récupérer le résultat distribué de cette même société civile. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la société d'exploitation étant usufruitière de nos parts de société civile, eh bien, elle va pouvoir ici importer le résultat dans ses propres comptes et c'est ce qu'on recherche, disons-le. Le résultat de la société civile sera taxé à l'IS dans le cadre de la structure d'exploitation, alors que nous-mêmes, associés au départ et nus propriétaires tant que durera l'usufruit, eh bien nous échapperons à nouveau à l'impôt sur le revenu et au revenu foncier. Alors cette stratégie est plus complexe, elle est plus délicate à expliquer, on en dira peut-être quelques mots, et il y a un problème qui est, tu le comprendras aisément, plus délicat à régler, c'est la valeur de l'usufruit des parts qui est plus difficile à déterminer que la valeur de l'usufruit d'un immeuble. Voilà Oui, en quelques j'imagine. mots jusqu'où on peut aller. Et j'imagine, mais quand je t'entends, en tout cas, ça donne envie d'être accompagné, de faire, appel à un expert, un conseiller en gestion de patrimoine ou quelqu'un comme toi, quelqu'un qui peut avoir, l'appétence et les connaissances pour accompagner le client en fonction de sa situation. Quel est ton regard par rapport à ça? Est-ce qu'il faut forcément être accompagné par un expert, quand on va sur ce type de situation? Heu, clairement oui, j'ai presque envie de dire quand même, que le pluriel est nécessaire. Il serait sans doute bon de s'entourer de plusieurs experts. Alors, attention, hein, dès qu'on parle chef d'entreprise, c'est pas non plus quelque chose de voilà, de très exotique et de très surprenant, hein, mais, pour être simple, la stratégie, tu l'auras compris, à mes remarques précédentes, hein, la stratégie n'est pas beaucoup appréciée par l'administration fiscale. Ça veut donc dire qu'elle est pour le moins vigilante. Et cette vigilance nécessite du côté des chefs d'entreprise d'être particulièrement carré. Et donc, il faut l'être à tout niveau. Sur le schéma lui-même, bien sûr, mais il faut l'être aussi sur d'autres éléments qui pourraient tout faire capoter. Je vais en citer un qui est un élément essentiel. Tu m'as amené de manière tout à fait pertinente à parler calcul, hein, valorisation. Un des éléments décisifs ici, c'est la valorisation de cet usufruit. On évoquait notamment, hein, prenons une chose toute bête, le loyer. En matière d'entreprise, notamment quand le chef d'entreprise est d'un côté et de l'autre, on a parfois de drôles de surprises, hein. Moi, j'ai vu des méthodes très scientifiques de détermination du loyer de l'entreprise. C'était le montant de l'échéance d'emprunt, complètement en dehors du marché. Alors, il est évident qu'avec des choses comme ça, l'administration va se régaler. Donc, quand je dis plusieurs experts, experts pour le schéma, c'est là-dessus, je pense qu'on aura plus l'occasion de discuter, mais aussi tout bêtement, un expert pour valoriser le bien et valoriser le loyer, le rendement locatif. Oui, on C'est vrai pense que ici, là-dessus, aux avocats fiscalistes, aux experts comptables, aux personnes qui entourent les conseillers en gestion de patrimoine d'un point de vue général. C'est à ça que tu penses aussi, Pascal, je suppose? exactement, c'est-à-dire que finalement, ce que j'ajoutais ici, dans notre sauce, si je puis dire, c'est des gens qui interviennent plus ponctuellement pour, ces opérations et qui vont, venir et il faut que cela se fasse de manière, fluide, hein, et qui vont venir,
apporter une plus-value à ceux qui accompagnent très régulièrement le chef d'entreprise dans ses œuvres. Tu citais l'expert comptable, simplement tout à l'heure d'ailleurs on en parlait indirectement puisqu'on parlait amortissement. L'amortissement est évidemment un élément de comptabilité, hein, donc bien évidemment des spécialistes vont venir compléter l'œuvre de ceux qui accompagnent régulièrement le chef d'entreprise. Alors côté entreprise, l'expert comptable est évidemment voilà, hein, l'élément auquel on pense le plus naturellement. J'ai envie de dire, et c'est pas toi qui me contrediras, je pense, que de la même manière, il faut qu'il y ait une complémentarité avec celui qui s'occuperait peut-être plus naturellement de l'ensemble des aspects d'une part et des aspects privés peut-être un peu plus encore, le conseiller en gestion de patrimoine du chef d'entreprise. Exactement, Pascal. Et c'est vrai que c'est important. L'accompagnement sur ce type de stratégie, je préfère insister parce que beaucoup de personnes nous écoutent et pensent pouvoir faire tout seul. C'est important de comprendre que vous devez être accompagné par beaucoup d'experts et bien comprendre les avantages et inconvénients. Et d'ailleurs, je voulais en venir aux inconvénients et ça fait de la bonne transition. Pascal, qu'est-ce que tu vois principalement dans cette stratégie en termes d'inconvénients? Est-ce qu'il y en a deux, trois qui te viennent à l'idée ou des choses qui t'ont paru peut-être réelles, concrets dans des cas que tu as pu accompagner? À quoi tu penses quand on parle d'inconvénients de cette stratégie-là? Bah, déjà, finalement, je vais me permettre de rebondir sur ce que l'on disait. C'est vrai que si on fait intervenir des experts, il faut les payer. Donc, évidemment, il y a un coût de mise en place, hein, qui existe, incluant voilà, la rémunération de ceux qui accompagnent et quelques éléments de frottement évidemment, hein, puisque, transmettre un droit immobilier, ça va entraîner aussi une fiscalité, droit d'enregistrement, hein. Par ailleurs, le pire peut-être de tous les inconvénients, c'est la manière dont l'administration fiscale a, envisagé ce type de solution. Heu, Elle a toujours considéré qu'il s'agissait de montage. Alors pour elle, le terme montage est connoté de manière très négative et elle les a régulièrement attaqués. D'où mon appel à la vigilance tout à l'heure, hein, que je réitère ici. Et l'administration, c'est le paradoxe, c'est casser les dents lorsque les schémas étaient bien faits, c'est-à-dire lorsque, les gens le faisaient non seulement pour un intérêt fiscal, mais aussi pour un intérêt économique très clair, de tous côtés d'ailleurs, pour le chef d'entreprise, mais aussi et surtout pour sa boîte, hein. Et le paradoxe, c'est qu'au moment même où devant le comité de l'abus de droit, on nous disait qu'il n'y avait pas d'abus de droit et que l'administration se rangeait à cette position, et bien au même moment, c'était le 14 novembre 2012, on a créé un dispositif anti-abus, l'article 13.5 du Code général des impôts en l'occurrence, et cet article il nous a dit quoi? Il nous a dit, pour résumer, que l'usufruit à durée fixe qui est cédé, eh bien, il va être taxé comme un revenu foncier. Attention, hein, quand je dis taxé comme un revenu foncier, ce n'est pas l'équivalent de la plus-value qu'on générerait à cette occasion qui sera taxée, mais la valeur totale de l'usufruit. Alors, en peu de mots, il est bien évident que sur des usufruits d'immeubles très valorisés, ça a largement ralenti la pratique du démembrement. Mais là aussi, paradoxe, ça a amené une transition vers des stratégies plus fines, plus poussées, et notamment vers des cessions d'usufruits de parts sociales dont nous parlions tout à l'heure, avec une idée toute simple, c'est que cet usufruit souvent était moins valorisé. Pourquoi? Parce que souvent il y avait dans la société civile un passif résiduel, tout bêtement, hein, le capital de l'emprunt, qui avait permis, d'acquérir, l'immobilier d'entreprise. Eh bien, on a travaillé sur cet usufruit. Pourquoi? Parce que cet usufruit souvent était beaucoup moins valorisé et il y a eu, du coup, pas mal de bagarres sur ce thème. Abus de droit ou pas, premièrement. Et puis, on soulignait déjà ce problème tout à l'heure, j'en remets une couche, pardon, mais c'est important, les valorisations d'usufruit. Parce qu'on a eu des valorisations très fantaisistes et il y a eu quelques débats devant les tribunaux. Dans certains cas, la valorisation entre l'administration d'une part et le contribuable de l'autre était de 1 à plus de 1000 en termes de rapport, Mmh. qui est juste incroyable, hein. Donc attention, hein, ici, stratégie plus technique, plus poussée, mais voilà, malheureusement, si elles sont, meilleures dans les résultats, elles sont aussi plus risquées. On retrouve finalement le couple, rendement-risque, hein, qu'on retrouve souvent, voilà, sur, d'autres thématiques économiques, sur les marchés, par exemple.
Eh bien Pascal, merci beaucoup pour tous ces éléments que tu nous as apportés aujourd'hui sur la partie stratégie patrimoniale du chef d'entreprise pour acquérir ses locaux professionnels. On parle bien ici de société civile immobilière. Pascal nous a parlé de démembrement de parts sociales, de démembrement d'usufruit entre l'usufruit et la nue propriété. Vous l'avez bien compris. Pour la partie des loyers qui vont tomber, où est-ce qu'ils vont tomber? Est-ce qu'ils vont tomber dans la société ou est-ce qu'ils vont tomber dans l'activité? Est-ce qu'on va racheter un usufruit? Bref, on a bien compris les avantages. Vous avez surtout compris qu'il faut vous faire accompagner sur ce type de stratégie patrimoniale parce qu'en effet, Pascal l'a redit plusieurs fois, il peut y avoir des limites à ce montage notamment la notion de valeur de l'usufruit, la valeur des parts sociales de l'usufruit ou la valeur de l'usufruit du bien. C'est des choses qu'il faut bien comprendre, bien appréhender et Pascal a bien insisté là-dessus, donc je préfère le redire 2-3 fois encore. Merci beaucoup Pascal pour ton temps et pour tous ces éléments de réponse. Et ce que j'aimerais faire, c'est continuer ce podcast dans un prochain podcast par la transmission du patrimoine du chef d'entreprise, par la transmission des sociétés civiles immobilières. Si ça t'intéresse, j'adorerais pouvoir t'interviewer dans un prochain podcast qui interviendrait en 2025, si ça te convient. Mais écoute Jérémy, c'était un plaisir d'abord. Merci de m'avoir accueilli dans ce podcast. Merci aussi d'y laisser la place à des choses très techniques. C'est quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup, qui a toujours été presque un sacerdoce. Donc voilà, j'essaie de transmettre autant que je le peux. Et donc c'était vraiment très, très intéressant de le faire dans ce format-là. Et donc, eh ben, écoute, très volontiers pour un prochain rendez-vous en tout cas. Et merci pour celui-là déjà. Merci beaucoup Pascal. Et ça y est, nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à la société civile immobilière, véritable levier stratégique pour les entrepreneurs souhaitant optimiser la détention de leurs locaux. Un grand merci à notre invité Pascal Pinault pour ses conseils avisés et son éclairage sur les nombreux avantages de ce dispositif. Grâce à lui, nous avons découvert que la SCI n'est pas seulement un outil pour acquérir un bien immobilier, mais aussi une véritable stratégie pour protéger, optimiser et même transmettre son patrimoine. Alors si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. En effet, cette simple note va nous aider à continuer à grandir et à vous offrir du contenu de très haute qualité. Et si vous nous écoutez, mais que vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Et pour aller plus loin, vous pouvez aller écouter l'épisode 82, les erreurs à ne pas faire quand on investit dans l'immobilier.